Bonjour Jean-Michel Catin. Bonjour. Jean-Michel Catin, vous êtes ancien rédacteur en chef de l'AEF et vous tenez un blog extrêmement lu et consulté, et ça va nous occuper cet après-midi, extrêmement lu et consulté, Université 2024. Bonjour Fabrice Planchon. Bonjour. Fabrice Planchon, vous êtes vice-président de la CPCNU pour section mathématiques et informatique. Voilà. Alors, table ronde entre nous trois pour discuter d'un billet publié par Jean-Michel Catin, billet peu amène vis-à-vis du CNU, Conseil national des universités. Son immobilisme le condamne-t-il? Donc, billet qu'évidemment on invite à lire, comme tous les billets de Jean-Michel Catin. Alors, je vais faire très simple. Tribune de Frédéric Vidal dans Le Monde, préalablement au vote à l'Assemblée nationale de la loi de programmation de la recherche. Entre instance nationale et université autonome, le pari de la confiance. Et Tribune alors c'est pas la Tribune qui a déclenché des pétitions de l'ensemble des sections du CNU, qui a des motions par les doyens des facultés de droit et sciences politiques notamment, ou de droit, économie, gestion, mais on va dire que ça a contribué à les mettre de l'huile sur le feu. Et donc Jean-Michel Catin, vous nous dites, bon, prenons un peu de hauteur de vue, voilà, et puis on va démarrer très simplement en disant, attention, il y a déjà 4 faiblesses au CNU, je vous cite, perte de légitimité, évaluation chronophage, structure en silo et une défiance vis-à-vis du doctorat qui serait en coupure avec la société. Voilà les 4 points que vous pointez comme faiblesse, comme entrée en matière. Vous pouvez nous en dire 2 mots avant que Fabrice Planchon réponde? Oui. D'abord, on a la chance d'avoir un débat qui n'est pas la hussarde, la sauvette, avec un amendement qui focalise évidemment les craintes, etc., ce que personnellement je comprends. Et d'ailleurs, le titre de mon article, ce n'était pas faut-il supprimer le CNU? Je ne prends pas position. L'idée, c'était de dire que dans le contexte actuel, si le CNU n'aborde pas des sujets qui fâchent, ne fait pas des propositions, il va creuser lui-même sa tombe. C'est ça que je voulais dire. Et c'est pour ça que j'ai commencé par la perte de légitimité en donnant l'exemple des chiffres. C'est un billet que j'avais publié déjà il y a quelques temps, d'ailleurs, il est peut-être passé inaperçu, où j'avais comparé les élections au CONRS, les élections au CNU, les élections dans les conseils d'administration des universités. Et on voit bien qu'il y a un déplacement dans les communautés des centres d'intérêt. C'est-à-dire que clairement, le vote aux élections des conseils d'administration des universités reflète une réalité, c'est-à-dire l'émergence d'universités de plus en plus autonomes, avec non seulement des présidents, mais des conseils d'administration qui ont des pouvoirs. Et donc, le CNU est en porte-à-faux comme organisme national, comme le CONRS, avec les politiques de site, par rapport à l'émergence de ces universités. Alors, de manière subliminale, et même pas subliminale du tout, mon idée aussi, c'était d'alerter sur le fait que l'université bashing, de toujours dire l'université ça va pas, etc., discours porté par les universitaires, pas seulement par la technostructure, ça suffit. On peut peut-être inverser à un moment donné et s'interroger sur toute une série de structures qui existent dans l'enseignement supérieur et les interroger et se dire, voilà, le CNU, il a des faiblesses. Et du coup, j'ai cherché dans ma documentation, j'ai un peu de la mémoire aussi, quelles étaient les propositions que faisait le CNU de manière globale. Je ne parle pas de telle ou telle section, j'ai lu des rapports de section assez passionnants, mais des propositions, et pas simplement de dire non à ça, non à ça, non à ça. Et je pense qu'à force d'être… il y a un blog qui s'appelle Gaius Universitas, je crois, il disait les nonistes. À force d'être des nonistes, eh ben, on se met en danger, on évite les véritables débats, et on a ce jeu du chat et de la souris entre le gouvernement, les gouvernements, une partie de la communauté qui n'aboutit pas sur des choses constructives. Parce que tout compte fait, dans mon billet, j'aborde des choses qui, en donnant la parole à des chercheurs, qui méritent discussion, qui méritent débat, sans être dans des accusations un peu de type, j'allais dire, ça me rappelle les grandes périodes maoïstes où il faut pendre haut et court ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Je pense que ça mérite des discussions un peu plus de fond. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai donné la parole à des chercheurs. On peut contester mes choix, mais Pierre-Michel Menger et Christine Musselin, mais je trouvais que eux, les deux, avaient travaillé sur ces questions-là et que c'était intéressant. Donc j'ai pointé des faiblesses du CNU.
J'ai pointé celle de la légitimité, j'ai pointé évidemment celle des silos, parce que j'ai retrouvé beaucoup sur Twitter, ça m'a intéressé, sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux aussi sont un peu une plaque sensible. On voit plein de jeunes chercheurs, de jeunes doctorants qui s'émeuvent autour de ça, parce que le CNU ne suscite pas simplement le soutien unanime, ce qui se passe actuellement. Moi, j'ai reçu plein de messages, c'est très contrasté. Très contrasté, la France universitaire me semble un peu coupée en deux. Donc je me suis dit, ben voilà, essayons d'ouvrir un débat plus serein simplement que de faire un amendement à la sauvette ou que de demander la démission de la ministre. On est vraiment dans deux logiques qui d'ailleurs convergent pour interdire tout débat en fait. Parce que demander la démission de la ministre, comme demande Sylvie Bauer, excusez-moi, mais je pense que le CNU aurait été mieux inspiré de faire toute une série de propositions sur des améliorations. Il y a des initiatives très intéressantes dans les sections d'ailleurs là-dessus, de débattre sur les propositions de Christine Musselin. Je cite Christine Musselin, mais il y a peut-être les propositions de Fabrice Planchon, de Jean-Philippe Denis qui sont exposées maintenant. Donc mon idée, c'était de susciter un débat et de se poser tout compte fait. Le problème, c'est que derrière un dossier, il y a un candidat, un être humain, et qu'aujourd'hui, dans le recrutement dans notre pays, alors là, je peux témoigner de mon expérience d'avoir rencontré des dizaines de doctorants, de candidats, etc. Les recrutements se font indépendamment du clientélisme, du localisme, c'est un autre débat, se font dans des conditions qui ne sont pas normales. Le temps consacré au recrutement n'est pas digne de la fonction d'universitaire, surtout pour des fonctionnaires qui vont être 37 ans, 40 ans, on ne sait pas encore avec la réforme des retraites, mais en poste. Donc, il y a aussi un problème qu'il ne faut pas occulter, qui est celui essentiel du recrutement. Puis, il y a un problème connexe. Si le mot, on peut l'utiliser comme ça, c'est le problème de la thèse, de la qualité de la thèse. J'ai eu des échanges avec beaucoup de chercheurs là-dessus. J'ai l'impression que c'est un débat qui pourrait mûrir sur la durée de la thèse, pas seulement sur son financement, sur les conditions de la thèse. Parce qu'il y a visiblement une défiance sur le doctorat. C'est ce que je relève aussi sur la qualification de mon analyse d'observateur extérieur, qui, je le rappelle, n'est pas universitaire. Fabrice Planchon. Voilà un peu une petite présentation. C'est très clair. Fabrice Alors, Planchon. j'ai pas pris des notes, mais je vais essayer de répondre au moins sur les points qui me paraissent important. Bon, d'abord, il faut mesurer que le CNU, plutôt les institutions que sont la CPCNU et son bureau, sont relativement récentes par rapport à l'histoire du CNU. C'est-à-dire la nécessité d'avoir quelque chose de structuré comme la CPCNU, qui est l'assemblée des bureaux de section. En fait, ça ne s'est imposé finalement qu'il y a une dizaine d'années, et d'une certaine façon, parce qu'en face de nous, il y avait les établissements qui, eux, parlaient par la voix d'une institution qui existe depuis l'après-loi Faure, qui est la CPU. Qui d'ailleurs, contrairement à la CPCNU, n'a pas d'autre existence que celle d'association loi de 1901. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que les réflexions sur un périmètre complet du CNU par des structures internes au CNU, elles sont finalement relativement récentes. Alors, ce n'est pas entièrement vrai qu'il ne s'est rien passé, et en tout cas en termes de propositions. Le premier mandat de la CPCNU sur 2011-2015 avait écrit un document assez long dans lequel il faisait un certain nombre de suggestions. On peut les trouver trop timides, etc. Mais enfin, ils avaient réellement travaillé. Et d'ailleurs, à l'époque, ils avaient eu des discussions, je dirais, de ce que j'en ai entendu, en tout cas, de bonne qualité avec le ministère Fioraso. Bon. Il faut reconnaître que le CNU actuel, il a pris ses fonctions suite à l'élection qui s'est déroulée en 2019. Donc, on est en fonction depuis un an, en fait, à quelques semaines près. Ce que j'ai compris du bureau de la CPCNU précédente, c'est qu'essentiellement, sur leurs années de mandat, ils n'avaient pratiquement eu aucun contact sérieux avec le ministère actuel. Et ce n'est pas faute de les avoir cherchés et d'avoir cherché à discuter, mais essentiellement, ils n'ont jamais eu un interlocuteur qui avait envie de les entendre.
Alors que c'est très différent avec l'HCERES, par exemple, où progressivement le CNU a établi un canal de communication qui était fonctionnel et qui a permis de faire un certain nombre de choses sur la signification de la présence des membres du CNU dans les comités de visite des unités, par exemple. Enfin, voilà, des choses concrètes où il y a eu un travail commun et une réflexion commune. Donc, mais pour pouvoir discuter, il faut être deux. Alors, sur l'année qui vient de s'écouler, moi, ce que je suis obligé de dire, c'est que j'attends toujours un interlocuteur digne de ce nom du côté du ministère. Donc, on a été reçu pour écouter la bonne parole. Alors, la bonne parole du cabinet numéro 1, la bonne parole de Madame la ministre ensuite, la bonne parole du cabinet numéro 2. Bon, écouter le même discours que celui qu'on lit dans les interviews dans la presse, je n'en vois pas l'intérêt. Je peux lire la presse directement, ce n'est pas la peine de me déplacer à rue Descartes. Donc voilà, il n'y a pas réellement eu de discussion. Et on n'est pas seulement en train de parler de discussion sur des évolutions ou des réflexions, etc. On est aussi en train de parler de remonter de notre part de problèmes pratiques réels de fonctionnement au quotidien de l'activité du CNU sur des choses très concrètes qui n'ont trouvé aucune résolution ultérieure, ce qui montre essentiellement un désintérêt total de ce genre de choses par toute la chaîne technico-administrative qui descend du ministre jusque dans les établissements. Et quand on parle à des présidents d'université, je dirais en off, j'étais avec 2 présidents d'université que je ne nommerai pas hier en visio par Zoom, j'ai l'impression que ce qu'ils disent n'est pas tellement différent de ce que je dis. Bon, alors ils gèrent pas la même réalité que le CNU, c'est pas la même chose de diriger un étabbissement et faire des évaluations, mais à la fin, on a en face de nous un ministère qui essentiellement a organisé la désorganisation. Je suis navré de le dire, hein, mais avant d'être professeur d'université et même avant d'être chercheur, j'ai été ingénieur dans un grand corps, certes pas très très longtemps, mais j'ai quand même une certaine idée de ce que c'est la haute fonction publique, et là, ce que j'en vois ne correspond plus à l'idée que je m'en faisais quand j'étais un étudiant destiné à devenir un membre de ces grands corps qui font tourner la machine de l'État. Donc ça, je pense que c'est un vrai problème. Moi, personnellement, en tout cas, je suis prêt à avoir une discussion de fond sur tout un tas d'aspects de fonctionnement du CNU. J'ai été président de section au comité national il y a 15 ans, donc je connais aussi bien le fonctionnement du comité national. C'est des choses qui évoluent dans le temps, elles n'évoluent pas toujours à la vitesse qu'on voudrait. Mais j'ai quand même l'impression que très souvent, le fait qu'il n'y a pas d'évolution, ce n'est pas nécessairement le fait que les membres ne veulent pas d'évolution, c'est que la structure qui gère le comité national, c'est-à-dire le CNRS, ou dans le cas du CNU, le ministère, n'a ni le temps ni l'envie d'engager une vraie réflexion de fond pour savoir comment on peut le faire évoluer. Alors, ceci étant, le CNU, en fait, dans ses modes de fonctionnement, a plus évolué, je pense, que le comité national, puisque, bon, il y a eu des recompositions sur le périmètre des sections, il y a eu aussi des changements en termes de nombre de membres, il y a eu l'introduction des suppléants qui est récente. Bon, je vous donne mon avis qui est très personnel, c'est absolument pas quelque chose qu'on a discuté entre nous au niveau du bureau de la CPCNU. Je ne suis pas du tout convaincu par les suppléants, par exemple, qui n'existaient pas à une autre époque. Bon, voilà, mais c'est quelque chose on pourrait en discuter, puisque forcément, hein, derrière, ça a un coût, etc. etc. On peut discuter du mode d'élection. Je ne suis pas un très grand fan nécessairement des modes électoraux actuels qui datent d'un passé antédiluvien. Je veux dire, ça fait longtemps que dans d'autres pays, même pour des élections, je dirais dans le domaine de la politique, on a adopté des modes électoraux beaucoup plus sophistiqués, les trucs à choix multiples, etc. Donc on pourrait imaginer plein de choses pour essayer de changer comment les sections sont constituées. Il est notable quand même de dire que le CNRS a souhaité changer le mode électoral et ils sont passés à un scrutin qui est un scrutin uninominal, avec une procédure à 2 tours et un système de pourcentage assez compliqué pour pouvoir éventuellement être élu au premier tour. Mais bon, allez, donc, j'ai testé ce système pour la première fois. Quand j'ai été élu au comité national en 2004, ils venaient juste de passer sur ce système-là, c'était les premières élections. Bon, qu'est-ce qui se passe en pratique? Vous avez un scrutin qui est donc, vous vous présentez en tant que candidat individuel. Bon. Où va la prime des votants? La prime des votants va aux candidats qui se réclament d'une organisation constituée. Alors, cette organisation, ça peut être un syndicat. Il y en a peut-être pas pléthore, mais enfin, il y en a suffisamment pour qu'il y ait une forme de diversité de ce point de vue-là. Il y a des organisations qui peuvent être
disons, représenter un certain nombre de principes. L'exemple typique, c'est qualité de la science française. Vous avez des organisations qui sont plutôt d'ordre confessionnel, si j'ose dire, ou corporatiste, c'est-à-dire disciplinaire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, au comité national, les candidats qui s'en tirent le mieux sont ceux qui se revendiquent de ces groupes constitués, parce qu'ils sont identifiés dans la communauté et que ça donne une forme de prime à l'élection. Et ce principe-là, il n'est absolument pas différent de ce qui fait que les partis politiques sont une composante indispensable de la vie du pays, parce qu'il est beaucoup plus facile, entre guillemets, d'être élu dans une instance quelconque en étant porté par une organisation structurée. Donc voilà, et ce que je veux dire, c'est qu'à aucun moment, le gouvernement, par exemple, ne va dire « je n'ai pas besoin de causer aux députés ou aux sénateurs parce qu'en fait, je peux causer directement au chef de parti ». Non, ils ne remplissent pas la même fonction. Donc dire on n'a pas besoin de causer au comité national de la recherche scientifique, on n'a pas besoin de causer au CNU parce qu'on cause aux responsables des syndicats, pour moi, ça n'a aucun sens. Je veux dire, je suis dans une instance élue, nommée d'ailleurs, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'il y a une part de nommée qui est non négligeable, et que c'est un moyen pour la structure qui dirige d'ailleurs d'influencer ce qui se passe dans les sections à tout point de vue. Voilà, je suis là pour faire une expertise scientifique, donc j'apporte quand même une certaine valeur qui est rapportée à ce que je représente scientifiquement. Merci Fabrice. Vous avez répondu d'ailleurs, parce que dans le billet de Jean-Michel Catin, il était question du CNU, mais aussi du COS, enfin du CECO-NRS. Voilà. Toujours compliqué à prononcer, donc vous venez de répondre. Moi, je vais répondre à mon tour très, très brièvement, parce que Jean-Michel a brossé le paysage général de son papier, y compris en allant jusqu'aux propositions de Pierre-Michel, enfin pas propositions de Pierre-Michel Menger, aux travaux de Pierre-Michel Menger, ou aux propositions de Christine Mustin. Moi, juste quelques points pour continuer à alimenter le débat. Perte de légitimité, je ne sais pas. Je sais pas. Évaluation chronophage, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que quand on voit, en tout cas, le nombre de dossiers qui sont instruits par les CNU en un temps record, soit aux qualifications, etc., je ne suis pas sûr que ce soit bien plus chronophage que des recrutements intégralement décentralisés qui reposent sur des comités de sélection. Il se trouve que je suis membre nommé au CNU 06 et que je participe à un grand nombre de comités de sélection, me prennent énormément de temps. Ces comités de sélection où on étudie les dossiers de chaque candidat et où on les auditionne, etc., par rapport au temps que prend le dossier d'un CNU, où il ne faut pas oublier qu'on dispose des rapports de thèse, évidemment des CV des candidats, mais avec des jurys de thèse, avec des rapporteurs de cette thèse qui peuvent pointer des qualités ou des défauts dans la thèse en question, dans la prestation du candidat, dans sa capacité au moment où il est testé, pendant 3 heures de soutenance de thèse souvent, sur différentes réponses. On a quand même, quand on est de la discipline, on espère être un peu expert de sa discipline, on a quand même énormément d'éléments qui peuvent conduire à ne pas qualifier un dossier. Et c'est pour ça que sur le point de la critique du doctorat, c'est-à-dire de dire finalement le doctorat n'aurait pas de valeur, c'est pas ça. C'est qu'à un moment, fut un temps des mentions dans les doctorats qu'on a supprimées, honorable, très honorable, félicitations du jury. Il y avait tout un tas de garde-fous aussi qui permettaient de dire telle personne, objectivement, a une montée en puissance dans une dynamique de recherche, mais on ne peut pas prétendre à lui confier les rênes d'un cours, d'une carrière universitaire. Ce n'est pas possible. Il y a différents profils aussi qu'on est susceptible d'accueillir en thèse. Et c'est ça qu'assurait le CNU, avec une économie de moyens qui, à l'inverse, me paraît extrêmement importante, parce que beaucoup de dossiers et finalement, bon an, mal an, des capacités à prendre des décisions extrêmement rapides. Et dernier point, au regard de ce qui a été mentionné, est-ce qu'on ne peut pas ne pas le dire, un niveau national. C'est-à-dire, dans la reproche de la structure en silo, on peut regretter que l'histoire n'ait pas les mêmes pratiques de fonctionnement que les mathématiques ou que l'astrophysique. Il n'empêche que je ne vois pas comment on peut juger un dossier, ou on pourrait juger un dossier de la même manière dans ces 3 disciplines. Alors, je ne parle même pas de la gestion. Donc, c'est ça le silo. Ce n'est pas tellement les silos, c'est surtout qu'on est dans des logiques disciplinaires où il y a des traditions disciplinaires et que les seuls qui sont à même de juger, ce sont les pairs de la discipline en question. Donc, cette structuration en silo,
est un argument qui me paraît un argument un peu faible. Voilà. Bah, si je peux rebondir là-dessus, Jean-Philippe, hein, sur les silos, parce que bon, de toute façon, à un moment, dans tout système, on fait des boîtes. Ne serait-ce que parce que, pour être, j'ai envie de dire, très, très terre à terre, sur la partie opérationnelle, à un moment, on fait descendre de l'argent pour fonctionner. Et donc, l'argent circule suivant un schéma qui est pyramidal. Et à la fin, à la base de la pyramide, il y a des petites boîtes. Et on peut toujours concevoir le système pour que les petites boîtes se causent, pour prévoir des systèmes de bonus s'il y a des boîtes qui se causent, etc. Je dis ça parce que concrètement, par exemple, au CNRS, je reviendrai sur le CNU après, mais au CNRS, régulièrement, il y a deux systèmes pour les recrutements. Il y a les concours qui sont dans les sections, donc par principe, les sections du CNRS, même si ce n'est pas les mêmes que celles du CNU, et d'ailleurs, c'est peut-être un truc sur lequel on pourrait bosser un petit peu, parce que ça fait chier tout le monde, pour dire les choses clairement. En tout cas, bon, il y a un sujet sur lequel on a compris. Les tableaux de correspondance, c'est pénible, ne serait-ce que les numéros qui ne sont pas du tout les mêmes. Mais donc, il y a les concours CNRS, dont au passage, on peut mentionner qu'ils n'ont pas besoin de la qualification, mais c'est quand même un concours national. Donc, évidemment, ça change la nature du processus. Mais les concours dans les sections sont disciplinaires. Et puis ensuite, le CNRS a créé ces sections interdisciplinaires, qui s'appellent d'ailleurs commissions interdisciplinaires, et qui n'ont pas le fonctionnement normal d'une section. Et à l'époque où j'y étais, moi, je n'ai pas du tout été convaincu parce que j'ai vu les CID faire. Alors, je sais que d'autres collègues ne sont pas du tout de cet avis-là et je sais pertinemment qu'il y a d'excellents recrutements qui ont pu être faits dans des CID où les mathématiques étaient présentes. Il faut quand même mesurer que dans les CID, la composition des CID fait que en fait, les membres sont pris pour une bonne partie d'entre eux dans les sections disciplinaires. Donc, il y a une forme de lien entre section et une CID où elle est représentée. Et puis ensuite, quelque chose que les matheux faisaient beaucoup à l'époque, même si l'INSMI n'existait pas et qui s'est perpétué aujourd'hui, c'est qu'on faisait ce qu'on appelle des postes croisés avec une autre section. Donc, je vous donne un exemple qui est très simple. On va ouvrir un poste en section 41 en mathématiques, mais l'institut s'engage à affecter la personne recrutée dans un laboratoire d'un autre institut, et l'autre institut ouvre un poste dans une de ces sections en s'engageant à ce que la personne recrutée soit affectée dans un des laboratoires de l'INSMI. Bon, c'est une façon de croiser des compétences, et toutes les opérations que j'ai vu faire pendant mon mandat à la section du CNRS, de ce point de vue-là, ont conduit à des recrutements qui, je pense, étaient excellents des deux côtés. Bon, alors, le parallèle CNU, puisque nous, après tout, on ne recrute pas, c'est quand même de dire qu'un candidat peut demander la qualification dans plusieurs sections. Donc, évidemment, en mathématiques, ça arrive très fréquemment à l'interface entre 25 et 26, c'est-à-dire les mathématiques et les mathématiques appliquées. Bon, je suis aujourd'hui, le poste que j'occupe en tant que professeur relève de la 25e section, c'est ce qui fait que je suis au CNU 25, mais à l'époque où j'ai été qualifié comme pour les postes de maître de conférence au sortir de ma thèse, j'avais été qualifié par la 25e et la 26e parce que thématiquement, je suis essentiellement au milieu. Donc, bon, ça vous fera rire, mais quand j'avais muté de Paris 13 à Nice il y a une dizaine d'années, j'étais sur un support qui était 25 à Paris 13, et à Nice, le support sur lequel j'avais muté était ouvert en 26, et donc il a fallu que j'aille demander à l'université de bien vouloir changer la dénomination de façon à ce que je ne bascule pas de façon automatique dans une autre section. Pourquoi? Simplement parce que je dirais la composante la plus importante de la communauté scientifique à laquelle j'appartiens, thématiquement, est légèrement plus centrée côté 25. Mais bon, Fabrice Planchon, on va laisser Jean-Michel Catin répondre peut-être, parce qu'on a apporté beaucoup d'éléments là. Donc, la parole à Jean-Michel Catin. Moi, je suis très sensible à la question des identités professionnelles, disciplinaires, évidemment, des particularités, etc. Enfin, chaque corporation a ça. Ce n'est pas propre au milieu universitaire, c'est tout à fait légitime. Il y a des boîtes, etc. Enfin, il y a de la complexité. Il ne faut pas rêver. Les choses ultra simples, ça n'existe pas. Ce n'est pas tellement ça, moi, mon propos. C'est aussi de se dire, mais ce qu'on fait dans ce système, est-ce que c'est ce que je perçois comme une complexité? Mais moi, je ne suis pas chercheur, donc ça me paraît plus complexe qu'un chercheur. On est d'accord. Quand je vois maïeutique, médecine, est-ce que la précision pour c'est en médecine, je suppose que les gens du secteur comprennent, eux. Bon, on est d'accord. Enfin, j'espère en tout cas. Mais la question, c'est est-ce que ce système est utile? Et donc, est-ce que la qualification est utile par rapport au recrutement qui est fait par les universités?
Une question qui vient tout de suite, évidemment, c'est que c'est un système quasi unique au monde. Alors, on va toujours me trouver, c'est comme les organismes de recherche. On va me dire, ah oui, mais les organismes de recherche, il y en a partout dans le monde. Non, type CNRS, INSERM, CEA, il n'y en a pas partout dans le monde à cette échelle. Comme il n'y a pas de statut de chercheur et statut enseignant-chercheur à cette échelle dans les autres pays du monde. On a des particularismes. On peut les défendre. Mais est-ce que la qualité des recrutements des universités étrangères, pas loin de chez nous, je ne parle pas des USA, est affectée parce qu'il n'y a pas un organisme national de recrutement? Je trouve que c'est une question qui se pose parce que c'est la question, je crois, c'est dans un colloque Olivier Beau pour les juristes qu'il a posé, qui disait dans un système idéal, on pourrait ne plus avoir le CNU, mais aujourd'hui, il faut le CNU parce que les universités ne sont pas en capacité de recruter de manière, on va dire, enfin, il ne disait pas lui, mais loyale et équitable. Parce que c'est ça le vrai débat, à mon avis. Je ne pense pas qu'à Stanford, à l'université de Madison, que je connais un peu aux États-Unis, on recrute avec des pratiques clientélistes exacerbées. Parce qu'il y a d'autres logiques. Si on recrute, c'est pour trouver des financements. Les profs ils doivent aller au charbon pour trouver des financements, donc ils ne doivent pas se louper sur leur recrutement. Donc, je pense que c'est une réflexion à avoir. Est-ce que nos universités aujourd'hui sont mûres? Et Pierre-Michel Menger, je trouve, développe une analyse de chercheurs. Il a compilé quand même des données, pas seulement françaises là-dessus, qui est intéressante sur les universités à vocation internationale. On va prendre les universités, Paris-Saclay, on va prendre Paris-Saclay par exemple, ou Sorbonne Université, ou les universités membres du nouveau club U10. Est-ce qu'elles ont aujourd'hui le risque de recrutement, on va dire, locaux, bas de gamme, etc., vu leurs ambitions? Je pense que c'est une question qui se pose, qui est légitime. Je ne dis pas que la réponse est simple, mais elle se pose. Après, ce qu'on disait avant ce débat sur la pression sur les postes, ce que j'ai entendu chez Antoine Petit assez souvent sur la qualité des dossiers au concours CNRS. Aujourd'hui, il y a des dossiers exceptionnels qui arrivent et qui n'ont pas les postes, évidemment. Donc, il y a un vivier de très haut niveau. Donc, les risques sont quand même assez limités au niveau des universités. Et donc, j'ai un de mes lecteurs, parce que vous l'avez dit, j'ai beaucoup de lecteurs, je m'en félicite, qui me disait mais le vrai débat qu'on devrait avoir, c'est sur les comités de sélection. C'est les comités de sélection dans les universités, non pas avec le pouvoir mythique des présidents d'université, enfin, qui croit sérieusement qu'un président d'université, aujourd'hui, a le pouvoir d'imposer un recrutement dans une fac de droit. Enfin, franchement, j'y crois pas, mais ce n'est pas vrai non plus en mathématiques, parce que c'est les communautés qui constituent les comités de sélection. Donc, le risque, il est plutôt à ce niveau-là, et peut-être que c'est une réflexion à avoir sur la composition des comités de sélection, la durée du processus de recrutement. Là, on rejoint un peu aussi les propositions, soit de Jean-Marc Schlenker, qu'il a faites sur mon blog, parce qu'il a écrit sur mon blog. Lui, il propose aussi des lettres d'évaluation par des experts étrangers, scientifiques, etc. Il y a peut-être j'allais dire, des processus nouveaux. Et là, on n'est plus dans le débat pour ou contre le CNU. On est dans le débat pour un recrutement de très bonne qualité. Ce n'est plus tout à fait la même chose. Moi, je voudrais sortir de ce débat un peu mortifère pour les communautés académiques sur le CNU. J'ai noté d'ailleurs sur Twitter Manuel Tulon de Lara, qui se présente à la présidence de la CPU, dit il faut que malgré nos désaccords, on puisse discuter, etc. Il demande qu'on discute de tout ça. Alors peut-être qu'il y a des ouvertures à faire, des débats très constructifs, parce que je crois que Fabrice Planchon l'a bien montré, Jean-Philippe aussi, c'est pas simple, il n'y a pas de solution simple. D'abord, il y a des diversités disciplinaires telles… Prenons l'exemple des maths, puisque c'est celui que je connais bien et que vous connaissez bien aussi, ne serait-ce qu'à travers les discussions avec Jean-Marc Schlenker ou avec Pierre-Michel Menger, dont j'ai beaucoup apprécié l'étude sur les carrières en maths. Je pense que c'est un document extrêmement intéressant et donc qui vient de paraître pour nos auditeurs à la Revue française d'économie. Et qui présente beaucoup de données d'ailleurs avec des graphiques sur lesquels les maths sont pointées, mais dans un nuage de points qui sont l'ensemble des sections CNU. Donc, au-delà de l'analyse qu'il en fait dans le texte, il y a des choses intéressantes juste sur l'ensemble du panorama. Mais donc, si on prend les maths,
je vais redire quelque chose que j'ai dit à Jean-Philippe la dernière fois qu'on s'est parlé, puisqu'il m'a posé la question, il m'a dit, mais est-ce que la disparition de la qualification, ça va remettre en cause l'excellence des mathématiques françaises? Donc, comme je suis honnête, foncièrement, intellectuellement en tout cas, la réponse était non il y a 10 jours, et elle est toujours non. Bon, parce que les pratiques en mathématiques aujourd'hui font que si effectivement on qualifie, je ne sais pas, 80 ou 85%, j'ai le fichier ouvert quelque part, des candidats, il y a des raisons à ça. C'est-à-dire que pour nous, la qualification, elle sert plus de tri à savoir si les gens sont dans la bonne case ou pas. Bon, je donne quand même un exemple au passage pour que ce soit clair pour l'auditeur. Quelqu'un qui fait de l'histoire des mathématiques, par exemple, peut faire une thèse d'histoire des mathématiques et il peut la faire en venant d'un parcours universitaire qui est un parcours de mathématicien, où il s'est spécialisé en histoire des mathématiques au moment où il était en master. Il a fait une thèse derrière, dans un laboratoire de mathématiques, puisqu'il y a un certain nombre d'équipes qui font ce genre de choses. Ou alors, il peut faire une thèse d'histoire des mathématiques en venant par la filière histoire des sciences, qui vient plutôt des SHS. Bon, suivant le parcours qu'il aura eu, on va le qualifier en 25 ou pas. Parce que si on recrute quelqu'un en 25, on attend quand même qu'il puisse faire les cours de mathématiques au niveau de licence. Et manifestement, si son parcours universitaire ne le lui permet pas, ça n'a pas de sens. Donc à ce moment-là, évidemment, il ne va pas être qualifié en 25, mais il va être qualifié en 72, qui est la section où il y a l'histoire des sciences, et ça ne posera absolument aucun problème. Et en général, on se coordonne si jamais il y a des doutes entre sections. Donc voilà. Alors, ça, c'était pour parler de la qualification en maths. Alors après, ça m'amène à quoi? Ça m'amène au fait qu'en mathématiques, on a ce système qui fait que, système qui bien sûr ne repose sur aucune disposition réglementaire, hein, qui consiste à dire la mobilité est le point le plus important, donc cette mobilité doit être favorisée. Alors, il y a cette espèce de mythe que les mathématiciens se sont imposés la mobilité tout seuls. Alors, bon, ça fait très chic, mathématicien, communauté organisée. Bon, il faut quand même dire que s'il n'y avait pas eu une poignée de responsables avec une certaine vision de la chose à un certain moment, en particulier dans les années 90 et le début des années 2000, je ne suis pas sûr que tout ça serait arrivé juste par autocoagulation, si je peux dire. Donc c'est quand même parce qu'il y avait de façon concomitante des responsables de mathématiques au CNRS et à la défunte MSTP au ministère que ces choses-là se sont enclenchées, avec des discussions avec les établissements sur l'affichage des postes, etc. Bon, sachant qu'à l'époque, la ressource des postes était entièrement contrôlée par le ministère. Donc évidemment, la discussion se passait entre au moins 3 acteurs. Donc voilà, alors la mobilité, c'est bien, mais si on prend l'exemple de l'Université de Bordeaux, puisqu'on parle de son président, c'est intéressant de voir que ces dernières années, le département de mathématiques et le laboratoire mixte CNRS de mathématiques à Bordeaux a des difficultés pour que l'université lui rende les supports des collègues qui s'en vont parce qu'ils sont recrutés ailleurs, ce qui est la procédure normale chez nous, ou qui s'en vont simplement parce qu'ils partent à la retraite et que les supports reviennent. Pourquoi? Parce que la politique de l'Université de Bordeaux ces dernières années, c'est d'ouvrir des postes de professeurs pour pouvoir promouvoir ces maîtres de conférences. Alors, suivant un discours qui consiste à dire que ces maîtres de conférences sont excellents parce qu'ils sont une université excellente, ce dont je ne doute pas pour une fraction non négligeable d'entre eux, mais surtout parce que économiquement, ça permet, en faisant passer un maître de conférence professeur localement, de faire des économies parce que derrière, on ne rouvre pas le support de maître de conférence que l'intéressé a quitté. Donc évidemment, sur la masse salariale globale, au lieu d'avoir coûté un poste, ça coûte ce que le CNRS appelle dans son jargon un chapeau, ce qui est la même chose évidemment que ce que le CNRS fait quand il promeut un chargé de recherche, directeur de recherche. Hein, voilà. Donc c'est quand même intéressant. Et je n'ai pas les chiffres pour Bordeaux, mais on doit pouvoir les trouver. Je sais qu'ils ont été donnés pour Strasbourg récemment, on les trouve. Simplement en compilant les bilans d'établissement d'année en année depuis le début des années 2010. Et on s'aperçoit qu'au début des années 2010 à Strasbourg, le taux d'endo-recrutement sur les postes de professeurs, il était à peu près à 30%, légèrement au-dessus. Donc plutôt mieux que la moyenne nationale, hein, qui doit être à, je sais pas, 45 ou 45-50, on va dire. C'est très variable, évidemment, suivant les champs disciplinaires. Et donc, ils avaient un objectif qui était de le réduire encore. Et en fait, aujourd'hui, là, en 2020, ils sont à 70%. Pourquoi? Parce qu'ils ont appliqué la même stratégie que celle que je viens de vous décrire pour Bordeaux. Et ça, c'est conditionné essentiellement par la masse salariale et le fait que les établissements ont d'énormes problèmes à gérer leur masse salariale. Donc ce que je veux dire, c'est que des considérations qui sont purement budgétaires, à la fin, conduisent à influer sur la politique d'établissement et notamment sur l'idée que le mouvement est important.
Et j'insiste, parce que j'insiste sur le fait que je suis en train de parler du passage de maître de conférence à professeur ou de chargé de recherche à professeur, disons, parce que une bonne partie du débat actuel de ces derniers jours sur la qualification est focalisée sur les dérogations au niveau des qualifications de maître de conférence, et on ne parle pas du tout du fait que l'article supprime la qualification complètement pour les maîtres de conférence qui sont en poste, et ce à quoi ça conduira inexorablement, c'est un redoublement de ce que je décrivais avant, de façon évidente. Et à ce niveau-là, la qualification par le CNU était une forme de filtre passe-bas sur la qualité minimale qu'on voulait. Et je termine, hein, mais c'est important. Si vous pensez aux modifications des textes réglementaires de ces 15 dernières années, en particulier la modification de l'article 46 du décret de 84, c'est-à-dire celui où sont prévues les différentes modalités de recrutement des professeurs, le truc typique, c'est 46.1. Après, vous avez ce truc un peu particulier qui est 46.3 pour les maîtres de conférence de 10 ans d'ancienneté. C'est ouvert à tout le monde, mais en pratique, c'est très souvent des candidats qui étaient déjà là. Bon, et ensuite, vous avez 46.5 qui sont des profils particuliers ayant eu des responsabilités. Et puis ensuite, vous avez le 46-1 qui est la dernière addition, qui est un truc au niveau national avec une commission mixte pour les anciens chefs d'établissement et vice-présidents statutaires, etc. Donc, je décris ça simplement parce que les dernières additions à l'article 46, ce sont le 46.5 et le 46-1. C'est-à-dire des modifications qui ont été demandées par les établissements et les chefs d'établissement, c'est-à-dire la CPU. Et avec les nouvelles dispositions, ils n'auront plus besoin de ce genre d'article. Parce que le processus normal, comme il évitera la qualification, de toute façon, le filtre qui était mis par le CNU éventuellement, et il est arrivé que le CNU bloque des recrutements, d'ailleurs, hein, pas souvent, mais c'est arrivé, donc ça avait son utilité. Je veux dire, ça n'arrive pas souvent, mais il y a un petit regard extérieur. Et ce regard extérieur produit ses effets. Il produit un effet dissuasif. J'entends bien, mais sur ces stratégies d'établissement très variables, d'ailleurs Pierre-Michel Menger, il revient, je le cite dans mon blog, sur la nécessité de prendre un peu de recul par rapport aux visions qu'on a des établissements et de faire des analyses plus approfondies. Il y a quand même une chose qui manque, alors je ne l'ai pas trop évoqué dans mon papier parce que j'attends que ça se mette en place, mais c'est le rôle que peut avoir et que devrait avoir le HCRS sur les stratégies d'établissement. Parce qu'il y a aussi l'évaluation individuelle, il y a le recrutement, mais il y a l'évaluation des établissements. Et c'est aussi peut-être dans ce cadre que des stratégies non conformes, etc., peuvent être évaluées avec des conséquences éventuellement pour les établissements. Mais il y a aussi dans le dispositif dont on parle un grand absent qui est le rôle, on va dire le HCRS, parce qu'il existe, hein, puis il est parti pour exister, puisqu'il va avoir un statut d'autorité administrative indépendante, le rôle qu'il pourrait et qu'il devrait avoir sur ces stratégies d'établissement. Parce que, est-ce que vous croyez franchement que le courant va s'inverser sur le fait que les établissements prennent de plus en plus la main, puisque c'est le standard mondial. C'est partout. Moi, j'ai un peu voyagé, beaucoup moins que vous sans doute. Mais quand on discute avec nos interlocuteurs étrangers, ils sont sidérés. Je me souviens d'une discussion avec le rédacteur en chef du Times Higher Education. Bon, il faut vraiment prendre du temps pour lui expliquer que les universités, elles n'ont pas la main sur telle chose, telle chose, telle chose. Donc, on a un particularisme. C'est une certitude. Est-ce que ce particularisme va pouvoir continuer? Moi, personnellement, je ne pense pas. Je pense que c'est un courant de fond qui est accentué par la mondialisation de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc, c'est comment on garde des identités bien à nous, parce qu'il y a des traditions, il y a une centralisation sur laquelle le ministère joue par ailleurs, hein, parce qu'il reprend la main dès qu'il peut. Donc, comment on peut avoir un dialogue sur une autonomie des universités qui est incontournable à la fin? Moi, c'est mon opinion. Aujourd'hui, on a l'autonomie des facultés, ça c'est clair. L'autonomie des universités, j'y crois moins. Mais quand je vois les appels de juristes, quand je discute avec eux, je vois bien que ce qu'ils défendent, c'est plutôt l'autonomie des juristes que l'autonomie des universités. Mais ils sont pour l'autonomie quand même. Donc, il y a aussi une sorte de duplicité. Bernard Marie le pointait bien dans son livre de 1991 sur son université juridique et économique, sur les travers. Je crois qu'il faut être lucide aussi là-dessus, sur des résistances qui existent à laisser la main aux universités. Par contre, il faut effectivement des garanties. Moi, je n'en connais pas d'autres que l'évaluation. Hein. Je vois pas en quoi les comités de sélection, qui sont aujourd'hui des usines à gaz, objet de tous les recours en plus
Il y a des contentieux en permanence. Comment il pourrait être éventuellement simplifié? J'ai trouvé que les propositions de Christine Muslin étaient des propositions de bon sens. J'ai trouvé, mais là, c'est un peu comme journaliste venant du privé, parce que j'ai managé des équipes, j'ai fait des recrutements, etc. Je sais ce que c'est qu'un recrutement, ce n'est pas évident, on se trompe, on a des risques, il y a un facteur humain, il faut prendre du temps, des fois on n'en prend pas assez, etc. Et les universitaires sont des humains, donc voilà, c'est une réflexion à avoir. Moi, je voudrais bien qu'on reparle des propositions de Christine Muslin. Je sais que Jean-Philippe n'est pas trop d'accord. Je lève le doigt parce que le débat est passionnant et passionné et enflammé même. Juste pour apporter quelques éléments complémentaires, vu du prof de sciences de gestion et du management que je suis, où il y a un concours d'agrégation. Donc, nous sommes a priori pour l'instant pour partie, en tout cas préserver des évolutions en cours, mais qui est très intéressant, je pense, en complément. D'abord, au regard des travaux de Pierre-Michel Menger que vous avez cité, qui est membre du conseil de rédaction de la Revue française de gestion. Donc, ça me fait très plaisir que les compliments qui sont adressés aux travaux de Pierre-Michel Menger, qui sont effectivement remarquables, vu de ma fenêtre. Premier point, pour rebondir sur la question de l'endo-recrutement, on a le cas du concours d'agrégation. Alors, je déporte un peu le sujet, mais quand le ministère a levé le contingentement des postes à l'agrégation, notamment pour permettre les recrutements directs, c'est assez simple. HCERES, on évoquait le HCERES, a fait le bilan du décontingentement. En gestion, on est passé à 80% de recrutement local sur les recrutements, les passages maîtres de conf à professeurs des universités, 80%. C'est quoi l'intérêt du concours d'agrégation? C'est précisément de contraindre, entre guillemets, puisqu'on choisit son poste en fonction de son rang de classement. Donc, on peut être… moi, j'ai été maître de conférence à l'Université de Versailles. Bon, j'ai pris le poste à l'Université d'Évry-Val-d'Essonne. Ce n'était pas très loin, mais il y avait 2 postes en région parisienne sur 21 postes. J'aurais parfaitement pu aller à Poitiers, comme ça a été le cas de mes collègues, certains de mes collègues, ou à Avignon, ou à Strasbourg. Et donc, il y a un effet de mouvement et donc d'aménagement du territoire. Et ça, ce qu'on évoquait sur les grandes universités dites de recherche, qui se sont structurées aujourd'hui en associations, c'est évidemment que ça va conduire mécaniquement à une dynamique inégalitaire en termes de logique et de dynamique territoriale, parce qu'on sait bien les effets de proximité et les effets voilà, on va avoir des poches a priori riches, si tant est qu'on puisse parler de richesse à l'université. Oui, il faut rester mesuré sur la richesse. Restons très, très mesurés sur ce point. Mais des zones de paupérisation, ça c'est évident aussi. Mais est-ce que la solution, ce n'est pas d'interdire le recrutement local? Bon, je sais que Christine Muslin, elle l'écrit, mais j'en ai discuté souvent avec elle, elle était contre cette interdiction. Maintenant, elle dit qu'il faudrait peut-être y venir. Est-ce que c'est une mesure, Fabrice Planchon? Là, je fais moi-même la question parce que non, mais là, moi, je peux répondre à titre personnel. Et ma réponse est vraiment personnelle. C'est ma réponse de mathématicien qui a été impliqué dans la construction et la préservation du fonctionnement de l'écosystème. J'ai pu être d'ailleurs décrit comme un ayatollah du non-recrutement local par des collègues, donc je ne me reconnais pas dans cette assimilation, mais en tout cas c'est quelque chose que j'ai défendu dans des comités de visite CNRS à l'époque, avant la ARES et ARES après, donc j'ai eu des débats vifs et je pense que j'avais des arguments pour défendre ce principe de non-recrutement local. Alors après, si on devait le coder dans les textes, il faut effectivement réfléchir pour le coder de façon intelligente. Bon. Et là, je n'ai pas de réponse immédiate à comment rédiger les choses. Il faudrait sérieusement regarder comment est-ce que c'est pratiqué dans un certain nombre de pays européens. Les modalités ne sont pas exactement toujours les mêmes. Moi, personnellement, je pense que empêcher de façon très, très nette les recrutements locaux après la thèse, ça me paraît vraiment important. La mobilité après la thèse, ça me paraît important. C'est une façon pour quelqu'un de prendre son autonomie que de changer d'environnement scientifique. Après, au niveau du passage… Une question, Fabrice Planchon. Moi j'ai eu le cas de chercheurs dans des petites universités qui essayaient de construire quelque chose. Ils avaient construit autour d'eux sur un thème un peu pointu qui les distinguait, une équipe avec des thésards, etc. Pour eux, c'est terrible de les perdre, les thésards. C'est un vrai sujet aussi. Enfin,
Moi, je trouve qu'il faut entendre ce Ben, genre de questionnement. il faut peser ce genre de situation et à l'opposé, je ne sais pas, mais disons à d'autres situations comme celle que je vais vous décrire. Alors, quand j'étais à Paris 13, je me souviens d'une discussion amusante que j'avais eue avec des collègues dans un domaine que je ne préciserai pas, qui me disaient mais on ne comprend pas pourquoi en maths, là, vous ne recrutez pas localement. Et je dis, bah oui, mais c'est bien de faire des échanges, etc. Donc, on m'a répondu, oui, mais bon, quand il n'y a que deux endroits, hein, ça veut dire qu'ils vont juste s'échanger. Bon, la réponse à ça, bah, c'est toujours mieux s'il y en a deux déjà, s'il y a un mouvement entre les deux, c'est mieux que si chacun est dans son coin. Et puis, bon, comme ma réponse n'était pas satisfaisante, il me dit, oui, mais bon, nous, finalement, le problème, c'est que si on ne recrute pas nos étudiants, bah, comme on est les seuls à faire ce qu'on fait, eh ben, ils ne seront jamais recrutés ailleurs. Et là, la conversation s'est un peu arrêtée parce que j'ai essayé d'expliquer que s'ils étaient vraiment les seuls à faire ce qu'ils faisaient, c'était plutôt révélateur du fait qu'il y avait un problème. Donc non, mais voilà, Ah oui. et je suis sérieux. Je veux dire, je dis pas que de temps en temps, il n'y a pas des endroits qui sont très en pointe sur un domaine et qu'ils ont une expertise très particulière, mais justement, à la limite, cette expertise, elle mérite d'être exportée. Et donc ça justifie le mouvement. Et par rapport à ce que je disais avant, sur le passage maître de conf prof, etc., là, je pense que si on doit, je dirais, implémenter une politique de mouvement d'un point de vue réglementaire, il faut l'implémenter avec plus de souplesse parce qu'il y a tout un tas de situations parfaitement justifiées qui peuvent expliquer qu'effectivement, il n'y ait pas de mouvement sur ce passage-là. Est-ce qu'il ne faudrait pas recentrer le CNU, je me fais l'avocat du diable, hein, pour évaluer ces choses-là? Je demande là une instance nationale qui, en complément du HCRS ou avec le HCRS, procède à ce regard extérieur. Bah, ce que je peux dire, c'est quand même que dans les années 90, il y a eu une période, il me semble, de 2 ans. Il faut regarder les textes, comment ils ont évolué à l'époque. Ils avaient expérimenté un processus ex post où en fait le CNU se contentait de qualifier les gens seulement quand ils étaient classés. Alors, c'est une façon de faire des économies du nombre de dossiers qu'on regarde, etc. etc. Bon, on pourrait s'amuser à discuter de ça, par exemple, hein, avant d'aller simplement à un processus d'évaluation globale comme vous le décrivez. Mais il y a juste un petit détail avec ce système-là, c'est que dans le système actuel où on a donné la possibilité aux établissements de faire des recrutements au fil de l'eau, ce qui ne me paraît pas mauvais hein, dans l'absolu, même si quand même il faut dire que le sauvetage de la campagne synchronisée a été demandé par les établissements, c'est que voilà, avec le fil de l'eau, ça devient beaucoup plus difficile de faire l'ex-post comme ça a été expérimenté dans les années 90. Et il faudrait se demander pourquoi à l'époque, ça a été abandonné, parce que ça, je ne sais pas. Alors, je reprends la main. C'est assez difficile de réussir au milieu de… mais je reprends la main quand même pour compléter ce que je voulais dire tout à l'heure. Parce que le deuxième point, c'est qu'on ne peut pas mettre dans un même bateau les sciences humaines et sociales, le droit, on a évoqué, et puis aussi des logiques totalement, des champs disciplinaires totalement internationalisés, comme ça peut être le cas en mathématiques, par exemple. Et là, les traditions nationales comptent. Et le N de CNU n'est pas tout à fait anodin, parce que c'est aussi une régulation nationale, parce qu'on traite aussi, dans ces disciplines-là, la dimension culturelle est extrêmement importante. Et là, je ne vois pas autre chose que le recrutement par les pairs. Alors, on peut dire… Oui, mais il y a bien des pairs dans les comités de sélection locaux. Premier point, souvent… un des arguments qui est opposé, c'est de dire… Mais non, pour la raison qui a été évoquée par Fabrice Planchon précédemment. Dans les comités de sélection locaux, d'abord, c'est malgré tout le président du comité qui constitue son comité. Donc, il prend des collègues proches. Il peut défendre une certaine vision. Il peut avoir une certaine conception, y compris être le seul à la défendre. Ça s'est déjà vu dans certaines universités, parfois un peu avec des questions un peu idéologiques derrière. Je pense à la région lyonnaise. Donc ce N, et là, le CNU présentait l'intérêt de mettre tout le monde un peu sur un pied d'égalité avec une procédure commune. Là, avec ces recrutements 100% locaux, ce vers quoi on se dirige, ça veut dire qu'on recrute toujours pour des postes a priori, jusqu'à preuve du contraire. Vous aurez noté ma précaution sur de la fonction publique d'État, des fonctionnaires d'État, et on délègue ce recrutement à des comités 100% locaux. Je veux bien. Avec des fonctionnaires d'État. Voilà, avec des fonctionnaires d'État, certes, mais quand même. Deuxième point sont les présidents d'université. Et là, vous l'avez évoqué, Jean-Michel, on n'imagine pas le président d'université s'occuper de chacun des postes et chacun des recrutements, etc. Ceux qui ont essayé de le faire se sont brûlés les ailes en général.
Voilà, bon. Alors, 2 éléments là-dessus. Les présidents d'université, je vous rappellerai qu'en 2012, on avait un quart des universités en faillite virtuelle. C'est pas tellement ça qui est le plus problématique. C'est que, et vous avez évoqué le HCRES et la question de l'évaluation, dont nous parle aussi Christine Muslin, nous sommes en France. Et nous avons une exception culturelle aussi en France, c'est-à-dire l'absence totale de sanctions. Ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, Jean-Michel. Donc, ça veut dire que quand la Cour des comptes rattrape une université pour des pratiques qui peuvent être douteuses, il ne se passe rien. Absolument rien. À l'X non plus. Et à l'X non plus. Voilà. Donc, vous voyez, et pourtant, l'X ne me paraît pas soumise au CNU. Enfin, voilà, il n'y a pas de... Hein, on est d'accord. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de solution idéale sur ce genre de questions, mais qu'on se prive, en supprimant ces fonctions-là au CNU, on se prive en revanche de contre-pouvoir. Et là, très clairement, il y a un point que j'ai envie de poser aux journalistes que vous êtes, c'est qu'on sait que dans le journalisme, il y a certes l'autonomie qui est importante, mais il y a l'indépendance qui est importante aussi. Et moi, combien de fois dans ma carrière, je me suis félicité d'avoir choisi l'université, d'avoir choisi, d'être maître de conférence puis professeur des universités et non pas d'une université. Et j'ai... typiquement, au CNU, quand on a des demandes de qualification professeur, on regarde quand même si le collègue est passé par plusieurs endroits. Et s'il est resté toujours au même endroit et toujours globalement dans les mêmes fonctions, et ils sont les premiers à le regretter quand ils passent professeur. Ils disent finalement, ça ne change rien. Voilà, finalement, on est toujours au même endroit, le même truc. Alors, on est dans le cocon. Alors, quand tout va bien, tout va bien. Quand ça va moins bien, quand il y a des problèmes, alors là, on est content de trouver des instances nationales aussi qui fassent contrepoids ou contre-feu. Voilà. Et ça, ce point-là, le moment de la qualification est un moment aussi où ce ne sont pas que des inconnus qui regardent des dossiers inconnus. Il y a des jeux d'équilibre, mais c'est aussi un lieu de régulation. Et moi, je veux bien tout ce que nous explique Christine Muslin, mais je n'oublie pas qu'elle est à Sciences Po, que Sciences Po, et vu de Sciences Po, on peut avoir une lecture du monde qui serait un monde un peu idéal, qui ne me paraît pas être du tout celui que je pratique depuis 20 ans à l'université. Mais elle est sociologue, ce qui n'est pas un monde idéal. En fait. Et elle est sociologue. Et vu du prof de gestion, moi j'ai vu surtout d'abord des présidents d'université qui se retrouvent à gérer des objets gestionnaires et managériaux monstrueux, c'est-à-dire que c'est aller piloter l'université Paris-Saclay, très sincèrement, je tire mon chapeau à Sylvie Retailleau. Voilà. Vous voyez, on n'est pas forcément en conflit avec sa présidente d'université. Je tire mon chapeau parce que vous imaginez le mastodonte et elle n'a pas le salaire d'un dirigeant de CAC 40, sauf erreur de ma part. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on s'importe une idéologie fondée sur la compétition internationale, etc., etc. L'université, c'est aussi beaucoup plus complexe que ça. Ce sont des territoires, ce sont des logiques d'aménagement territorial, où on a besoin d'outils de régulation nationaux, et c'est même identitaire pour certaines disciplines d'avoir ces régulations nationales, parce que qui imaginerait, je ne sais pas, en droit, des droits qui ne seraient vraiment plus nationaux. Voilà. Et on imagine bien qu'il y a une socialisation, on se dit plein de choses, et comme j'ai lu sur les réseaux sociaux, on pourrait même imaginer, si on n'a plus besoin de qualification, que des thèses qui ont pu faire la une du journal Le Monde pour des problèmes de plagiat se retrouvent pour d'autres raisons recrutées, pourquoi pas directement professeurs des universités. Après tout, allons-y. Soyons fous. Mais si je peux rebondir sur un point, moi je suis tout à fait d'accord avec Jean-Michel pour dire que on ne peut pas centrer le débat sur le seul CNU, et la partie intéressante d'un débat, si on doit en avoir un, c'est effectivement comment on recrute, voilà, qui est une vraie question. Comment on recrute sur un mode qui permette de respecter un certain nombre de spécificités. Qu'est-ce que c'est que qu'est-ce qui doit être spécifique à une discipline et qu'est-ce qui ne l'est nécessairement pas. Et ensuite, comment on implémente un processus qui, admet une certaine part de check and balance, pour utiliser la terminologie anglo-saxonne. Et donc forcément, si on parle de réformer le CNU dans la part qu'il prend dans les processus de recrutement, il est indispensable d'avoir en parallèle une vraie discussion sur ce qui se passe dans les établissements. Et ce qui me semble qu'il faut quand même souligner dans cette discussion, c'est que, à ma connaissance, mais je peux me tromper bien sûr, hein, à ma connaissance, je ne connais pas de situation dans mon domaine ou dans les domaines dont je peux avoir connaissance au sens large, où le CNU ait empêché une université de faire un bon recrutement. Ça n'est pas vrai. Alors que
en tout cas, donc, encore une fois, je n'en connais pas. Alors que des situations où le CNU a éventuellement bloqué un recrutement douteux, ça, on en connaît quelques-unes. Et finalement, peut-être qu'elle ne représente certainement pas une très grande proportion, mais voilà, ce rôle de filtre, il faut réfléchir à comment, si on change le système, on le préserve sous une autre forme, à définir. Oui, mais moi mon article, pour revenir à mon article, j'ai titré sur le CNU, mais vous avez remarqué quand même que je terminais sur cette question clé du recrutement, parce que le recrutement, il est au niveau des universités. Et l'histoire, et là j'ai eu plein de témoignages en privé, etc., sur le problème des comités de sélection. Donc, alors, Christine Muslin dit qu'il faudrait réduire la taille, il faut augmenter la durée de l'audition. Jean-Marc Schlenker, par exemple, dit qu'il faudrait des lettres d'évaluation d'experts internationaux. Alors, c'est à mon avis faisable dans certaines disciplines, c'est plus compliqué pour d'autres, mais en tout cas d'avoir des regards extérieurs pour desserrer l'étau d'un copinage potentiel. Parce que, pour parler franchement, je pense non, mais tout ça, tout ce que vous décrivez, je pense que ça existe déjà suivant les façons dont les communautés et les laboratoires travaillent. Je pense qu'en mathématiques, c'est assez variable. Je vais bien sûr pas vous contredire parce que pour avoir été président, non pas de commission de spécialistes, parce qu'elles ont été supprimées avant que ça me tombe dessus, mais par exemple à Nice, ce qui s'est passé, c'est que à la mise en place de la LRU… C'est une université intéressante. Hein. Oui, tout à fait. Université de notre ministre. Alors, à Nice, notre ministre a été président. Avant l'arrivée de Frédérique Vidal, présidente, parce que c'est 2012. Donc qui a fait l'intégralité de sa carrière à Nice, d'ailleurs, en termes de recrutement. Entre 2008 et 2012, comme dans beaucoup d'endroits en France, évidemment, la disparition des commissions de spécialistes a fait qu'on ne savait pas trop comment constituer les comités de sélection. Alors évidemment, les comités de sélection, ils étaient validés par le conseil scientifique de l'établissement, qui est devenu en 2013, après la loi Fioraso, une partie du CAC, ou la commission recherche du CAC. Et donc, ces instances internes à l'université, elles sont pluridisciplinaires, évidemment, par mode de constitution, et donc elles n'ont pas la capacité à constituer les comités de sélection. Donc tout ce qu'elles font, en fait, c'est entériner des propositions qui sont remontées. Qui sont remontées d'où ? Des structures internes. Donc celles-là, elles sont en général disciplinaires, ça veut dire département, laboratoire. Alors en mathématiques, il y a une certaine forme d'unité, laboratoire, département dans beaucoup d'endroits, même si ce n'est pas vrai partout. Donc en interne, les gens s'organisaient plus ou moins et ils faisaient remonter les propositions. Et puis il y a des endroits, et Nice est un bon exemple, où les propositions de comité de sélection en mathématiques pendant plusieurs années, elles ont été remontées par le directeur d'unité. Et bien croyez-moi, il ne consultait pas des masses. Voilà, et ça, c'est pas très raisonnable. Non, mais je suis bon. C'est pas très raisonnable. Non, mais bon, je veux dire, après, il a pas forcément fait un si mauvais travail que ça. La preuve, ils m'ont recruté. Hein, donc, mais bon, ce que je veux dire, voilà, c'est que ça, c'est pas raisonnable. Alors, quelque chose que Frédérique Vidal a fait quand elle est arrivée à la présidence de l'université, et c'est tout à son crédit, hein, elle l'avait dit pendant la campagne électorale qui a précédé, c'est je mettrai en place des structures internes par discipline ou par grand champ disciplinaire qui seront amenées à faire des propositions qui seront contresignées par le directeur de l'unité d'affectation du futur recruté, par le directeur du département d'affectation du futur recruté, par la composante, et qui ensuite seront validées en CAC. Donc, qu'est-ce qu'on a fait en fait en réalité, on a recréé des structures qui étaient très proches des commissions spécialistes. Parce qu'on a pris des périmètres qui étaient proches des commissions spécialistes existantes. Et par exemple, à Nice, on s'est retrouvé avec une commission spécialiste sur le périmètre du laboratoire, l'UMR de mathématiques, qui en fait couvre le périmètre de la section 25, la section 26 et la section 60, parce qu'il n'y a pas de laboratoire de mécanique. Il y a quand même quelques professeurs de mécanique et qui sont au laboratoire de mathématiques. Voilà. Donc on avait une structure 25, 26, 60. Cette structure, je l'ai présidée pendant 4 ans. Et effectivement, c'était nous qui composions les comités de sélection. Et avant de composer les comités de sélection, c'est nous qui rédigions les propositions de fiches de poste, etc. Évidemment, le directeur de laboratoire était membre de droit de l'instance, le directeur du département d'enseignement aussi. Voilà. Et donc, on a retrouvé un mode de constitution qui était collégial. Et je pense que ça fonctionnait pas si mal que ça. Alors après, au-delà de cet aspect-là, et je pense que c'est là-dessus qu'il faut insister, c'est au lieu d'être focalisé sur le comité de sélection lui-même, qui est un truc qui se réunit de façon extrêmement localisée dans le temps et sur une période très très courte. Pour un poste donné. Si on veut recruter intelligemment, il faut travailler dans le temps long et donc il faut prospecter, il faut se renseigner sur qui va être candidat, il faut faire venir les gens, il faut discuter avec eux, etc. Et tout ça, on peut le faire en amont. Alors, c'est sans doute plus facile à faire sur les postes de professeurs parce que une fois qu'on a ciblé qu'est-ce qu'on cherchait,
je sais pas, je veux me renforcer dans telle thématique ou je veux pallier au départ de un tel ou un tel. Et donc, j'ai une certaine cible et ensuite, je regarde qui est dans la cible et ensuite, je cherche à discuter avec eux. On va pas se retrouver sur des nombres qui vont être forcément très importants si on définit une cible assez précise. Sur un poste de maître de conférence, c'est un petit peu différent. Alors, surtout en ce moment, avec la pénurie de postes, on se retrouve potentiellement à examiner 250 ou 300 candidatures quand on ouvre un poste de maître de conférence. Donc, avoir fait un travail très sérieux, balayage en amont, c'est beaucoup plus difficile. Mais quand même, on peut quand même réfléchir. On peut quand même réfléchir à ce qu'on veut. On peut avoir des discussions. On peut inviter certaines personnes au laboratoire dans l'année ou les 2 années qui précèdent. Parce que la réalité d'aujourd'hui, c'est qu'on ne recrute plus les gens à la sortie de thèse. On les recrute, ils ont déjà fait 1 année, 2 années, 3 années de postdoc. Hein, c'est pas le modèle que j'ai connu quand je sortais de thèse. Hein, quand moi, je sortais de thèse il y a un peu moins de 25 ans, les gens très bons étaient recrutés immédiatement. Et moi, je suis parti faire un postdoc. Et les gens m'ont dit, mais ça ne va pas la tête, tu ne peux pas partir aux États-Unis, plus personne ne saura ce que tu fais et tu ne seras pas recruté quand tu vas revenir. Bon, ça s'est bien passé, donc je ne vais pas m'en plaindre, mais ce n'était pas la norme de l'époque. C'est devenu la norme aujourd'hui. Ce n'est même pas parce que les gens ont envie de voyager, c'est parce que de toute façon, ils n'ont pas le choix. Voilà. Donc il y a le temps. Il y a le temps de faire cette réflexion, indépendamment de la procédure finale qui fait le recrutement. Bien sûr. Et alors, on va arriver à la conclusion de cette table ronde. Mais effectivement, comme le soulignait Jean-Michel Catin, et c'est le reproche, moi, que je fais aussi à Christine Muslin, hein, outre que ça me paraît très marqué idéologiquement, c'est-à-dire très compétition, et que ça ne correspond absolument pas à certaines traditions disciplinaires. La deuxième chose, c'est que tout ça, c'est bien gentil, mais c'est du temps. Et c'est au milieu de 1001 autres tâches qu'au sein des universités, qui sont des objets que j'ai qualifiés tout à l'heure de monstrueux, mais vous imaginez les coûts de coordination dans des grands ensembles qui aujourd'hui visent le haut du classement de Shanghai et ailleurs. Voilà, ce temps est considérable et ce filtre aussi qu'exerçait le CNU, qui permettait de faire un premier tri, parce qu'a priori, il n'y a aucune raison de ne pas avoir envie de qualifier un bon dossier au CNU. Aucune raison. C'est pourquoi craindre une évaluation nationale, une qualification nationale? C'est une liste d'aptitudes. Pourquoi la craindre s'il n'y a rien à se reprocher? Voilà. Donc, on ira là-dessus. Mais pour conclure cette table ronde, peut-être un point. On aime beaucoup en gestion un concept, celui de paradoxe. Et donc, je retiendrai qu'avec cet amendement de la 25e heure déposé par un sénateur auquel l'inscription en 7e année de thèse avait été refusée. Par les affreux gestionnaires de l'Université de Lorraine. Par les affreux gestionnaires de l'Université de Lorraine. Le localisme, oui, le localisme a du bon. Hein. Voilà. Et donc, je retiens que finalement, cela a conduit à une tribune dans le monde où notre ministre s'étonne presque que le CNU s'invite dans le débat public, ce qui me paraît une excellente chose. Et votre billet, Jean-Michel, et je vous en remercie, contribue à faire sortir ce débat d'experts et à le mettre sur la place publique, parce que c'est un vrai débat démocratique, finalement, au fond. Voilà, j'aimerais juste avoir votre réaction sur ce dernier point. Il est clair que l'émoi suscité par cet amendement sénatorial, on ne peut pas le balayer comme ça en disant c'est le monde universitaire d'avant par rapport au monde universitaire de demain qui devrait fonctionner comme je ne sais quoi, etc. C'est un vrai problème. De toute façon, dans le monde universitaire actuel, il y a une défiance généralisée. Je crois qu'il y a eu un parcours, non pas sans faute, mais qu'avec des fautes depuis des mois et des mois, malgré des moyens financiers qui vont arriver, qui sont ce qu'ils sont, mais qui vont arriver. Enfin, il y a réellement des moyens qui sont mis, mais je crois que tout a été entaché par des maladresses, un manque de communication. Et l'histoire du CNU, c'est un bon exemple. Hein. Alors après, on peut toujours dire c'est la faute des uns, des autres, etc. Peut-être qu'il serait temps que le monde universitaire surmonte ces divisions qui sont tout compte fait normales, naturelles. On peut relire l'histoire, hein, ça a toujours été comme ça, pour formuler des propositions. Moi, c'est vraiment ça, c'était le souci de mon billet, c'est de dire qu'il faut être en proposition. Et je trouve que le débat qu'on a eu là, c'était intéressant, parce que moi, j'ai noté plein de choses. Enfin, voilà, c'est des propositions, c'est des débats normaux, vigoureux, qui peuvent être polémiques, mais qui sont des débats normaux. Il n'est pas normal que le dialogue ne s'établisse pas. Moi, c'est vraiment ça ma ne se soit pas établi préalablement, en tout cas, on est d'accord.
Fabrice Planchon, une petite conclusion. On peut peut-être dire qu'effectivement, toute la crise dans laquelle on est plongé et qui est quand même, comme ça vient d'être dit, l'accumulation de mois de non-discussion, alors qu'on aurait pu prendre le temps d'avoir ces discussions, on peut espérer qu'on en sortira à un moment par le haut en ayant enfin toutes ces discussions finalement qu'un certain nombre d'acteurs ont toujours préféré retarder jusqu'à aujourd'hui. Mais d'une certaine façon, le temps nous est compté, et le temps, dans le contexte actuel, indépendamment même du monde universitaire, on ne l'a pas forcément. Et on est tous très occupés, et donc c'est difficile de trouver du temps. Et peut-être ma conclusion à moi, c'est de dire que recruter, c'est probablement le truc le plus important qu'on fasse, puisque c'est ce qui engage notre département, notre laboratoire dans la durée, et que c'est quelque chose sur lequel on ne devrait faire aucune économie de temps. Et donc, je vous ai décrit, je crois, le temps qu'on doit y passer en amont. Et je pense qu'une chose qu'on n'a pas du tout dite, c'est aussi le temps qu'on doit y passer au moment où on fait l'acte de recrutement, c'est-à-dire la discussion. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel on est vraiment en contraste, notamment avec le monde anglo-saxon. Je vais vous donner un exemple assez concret. Dans une très grande université américaine de la côte Est, dans un département de mathématiques qui fait concurrence à celui de Saclay, eh bien, quand ils recrutent un professeur, il faut un vote unanime de... Bon, alors je ne suis pas sûr que ça marcherait dans l'état actuel dans un département français. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je pense qu'à peu près toutes les instances que j'ai eu l'occasion de présider et qui faisaient des recrutements, que ce soit des comités de sélection d'établissement ou des commissions au CNRS ou ailleurs, je suis fier d'avoir fait approuver des classements après des discussions qui ont pris le temps qu'elles devaient prendre, de telle façon qu'à la fin, les avis exprimés de façon explicite par l'ensemble des membres devant l'ensemble des pairs qui participaient à la réunion conduisait à entériner cette liste par un unique vote qui consistait à entériner la liste. Ce qui est une façon de dire on prend le temps de la discussion jusqu'au moment où, même si éventuellement on n'est pas d'accord, on s'incline devant le fait qu'il y a une forme de consensus dans la salle. Voilà. Mais ça prend beaucoup de temps. Et malheureusement, souvent, ce temps, on refuse de le prendre. Et je pense que c'est une grave erreur. Et ça vaut aussi quand on discute des processus. Merci Fabrice Planchon et merci à vous Jean-Michel Catin pour votre blog, et pour le billet que vous avez publié et globalement l'ensemble de vos billets qui sont toujours extrêmement riches, extrêmement argumentés, avec beaucoup de recul, et c'est aussi ce qui nous manque dans l'échange entre journalistes, universitaires, monde académique, etc. Et donc votre blog est un de ces vecteurs privilégiés et nous vous en remercions. Merci beaucoup. Merci, on va essayer d'être digne de ces encouragements dans la suite. Merci à vous. Merci Jean-Philippe, merci Jean-Michel. Merci.